Bonjour Olivier Dussopt, Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Auparavant, vous avez été député socialiste de l'Ardèche et maire d'Annonay. Alors, quelques chiffres pour commencer sur les retraites. Plus de 6 Français sur 10, selon un sondage ELAB pour BFM, veulent le retrait de la réforme. La bataille de l'opinion, elle est perdue? Je ne crois pas. Et quand on touche à la question des retraites, c'est toujours un sujet très anxiogène. Il y a d'autres chiffres, des chiffres qui sont stables depuis plusieurs années. 80% des Français considèrent que le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui est injuste. La meilleure illustration étant la différence de pension entre les hommes et les femmes, qu'il est inefficace à réparer les inégalités, et surtout qu'il n'est pas solide. Et beaucoup pensent même qu'ils n'auront pas de retraite. Mais là, ça fait des mois qu'on en parle, et malgré tout, il y a ce socle, et plus qu'un socle, une frange majoritaire d'opinion. Les arguments que vous exposez n'ont pas porté. Il y a toujours une crainte à un changement de système ou à une réforme des retraites, et on peut la comprendre. On peut la comprendre parce que lorsqu'on se retourne et qu'on regarde les 15-20 dernières années, chaque réforme s'est traduite par une augmentation de taux de cotisation, une augmentation de la durée de cotisation. C'est la réforme de 2014. Des modifications, voire des diminutions de pensions. À nous de démontrer, de continuer à démontrer, et je crois que c'est ce que nous faisons sur un certain nombre de sujets, que nous proposons non pas un ajustement ou un énième ajustement, mais un nouveau système, universel donc juste, et qui soit suffisamment solide pour être équilibré dans le temps. Et s'il est équilibré dans le temps, il est solide, mais surtout il est juste vis-à-vis des générations qui viennent. Alors, les Français sont quand même convaincus que cette réforme va leur faire perdre de l'argent à terme. Vos arguments, ils ne portent pas? Je ne pense pas non plus. Vous m'avez dit 3 fois que nos arguments ne portent pas. Moi, ce que je sais, c'est que je travaille avec les organisations syndicales et je sais que je défends un système qui sera plus juste demain. Qui sera plus juste notamment pour celles et ceux qui ont des carrières hachées. Celles et ceux qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des polypensionnés. Qui sera plus juste par définition pour les femmes qui sont les premières victimes de ces carrières hachées, du temps partiel non choisi et de ces interruptions de carrière. Donc nous devons encore travailler et démontrer. Le Conseil des ministres va examiner le texte demain. Ce texte sera présenté à l'Assemblée nationale devant une commission spéciale. Il sera enrichi par des amendements nés des négociations ouvertes sur la gestion des fins de carrière, sur la pénibilité. Il y a encore une nécessité de pédagogie. Il y a encore une marge de pédagogie, d'explication. Nous allons progresser aussi puisque petit à petit, au fil des discussions, les hypothèses, la génération d'entrée dans la réforme, les modalités de calcul de la pension de reversion, les modalités de calcul des droits acquis. Justement, ce chiffrage, il doit intervenir vite maintenant. Oui, et ça permet justement d'avancer sur les simulations. Simulations sur des cas types, simulations sur des parcours. Aujourd'hui, on les aura quand, ces simulations, ces possibilités possibilités de calculer individuellement? Aujourd'hui, si vous et moi demandons à connaître, dans l'ancien système, en tout cas dans le système actuel, la pension de retraite dont nous bénéficierons, ce ne sont que des hypothèses. Des hypothèses parce que personne ne sait de quoi sa vie sera faite dans les 20 années qui viennent. Donc il faut qu'on puisse avancer et dans les prochains jours, nous allons à nouveau rendre public des cas types, des simulations plus précises. Donc passer des hypothèses aux certitudes en tout cas. Passer des hypothèses aux certitudes, en tout cas passer d'hypothèses à des trajectoires qui soient lisibles. Parce que je le répète, que l'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, on ne peut pas anticiper 20 ans de vie professionnelle. On ne peut pas préjuger d'une promotion ou malheureusement parce que ça arrive d'un accident de carrière dans les années qui viennent. Le sujet maintenant, c'est aussi la pénibilité. On fait du sur-mesure, du fonction par fonction? Non, on fait de l'individu par individu, parce que c'est aussi le fondement de la justice. Aujourd'hui, nous cherchons à améliorer la prise en compte de la pénibilité dans le secteur privé. C'est une discussion menée par ma collègue Muriel Pénicaud. Et nous cherchons à commencer à la mesurer dans le secteur public. Le secteur public, jusqu'à présent, ne tient pas compte des différentes lois de 2016 et des ordonnances de 2017 créant le compte personnel de prévention. Vous avez des corps, donc des catégories d'emploi, qui sont ce qu'on appelle catégories actives, donc ils partent plutôt à la retraite. Pour certains, c'est très justifié. Pour d'autres, les fonctions qu'ils exercent peuvent interroger. Et à l'inverse, vous avez des agents publics qui ne sont pas dans ces fameuses catégories actives, qui ne bénéficient d'aucun aménagement, d'aucune disposition, alors qu'ils ont des métiers pénibles. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes veilleur de nuit, que vous travaillez de nuit dans le secteur privé, si vous travaillez plus de 120 nuits par an, vous avez des points sur votre compte de pénibilité et on vous prend en charge, on vous aide, on vous accompagne parce que vous êtes exposé à un métier pénible. Ça n'est pas si le vous cas êtes dans le veilleur public. de nuit dans une préfecture et agent public, vous n'avez aucune disposition qui tienne compte de votre pénibilité. Demain, ça sera différent et c'est d'ailleurs une attente très forte d'organisations syndicales et tout particulièrement de la CFDT Fonction publique, faire en sorte que dans le secteur public, le compte personnel de prévention et donc la mesure de la pénibilité dépendent de ce que font les individus, de ce que font les agents, et pas du corps d'emploi ou du cadre d'emploi, pour reprendre les termes administratifs, auxquels ils appartiennent. Et ça n'empêche pas d'avoir un traitement particulier. Et personnalisé. Personnalisé, puis particulier pour 6 catégories de métiers, je ne vais pas toutes les lister, les métiers qui sont dangereux,
exposés à des risques particuliers, les policiers, les surveillants pénitentiaires, à qui on va maintenir le droit de partir 5 ans ou 10 ans plutôt que les autres, vu la dangerosité de leur fonction. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, entre le public et le privé, chacun se regarde évidemment beaucoup sur ces questions. Toutes les décisions qui sont prises sur un secteur ont des conséquences sur l'autre. C'est pas ça le danger aussi? C'est la mission et le mandat que nous avons avec Muriel Pénicaud, ainsi qu'avec mes autres collègues mobilisés sur cette négociation autour du Premier ministre pour avancer et permettre d'avoir ces convergences. Nous avons évoqué à l'instant la pénibilité. Nous devons travailler sur l'aménagement des fins de carrière parce qu'on sait que c'est une des conditions pour améliorer le taux d'emploi de ceux qu'on appelle souvent improprement d'ailleurs les seniors. Tout ce que nous faisons dans le secteur public doit être fait dans le secteur privé. Tout ce que nous faisons dans le privé doit être fait dans le secteur public. Et donc nous travaillons étroitement avec Muriel Pénicaud parce que nous savons que si nous prenons une décision, si nous faisons une annonce sur un secteur, ça peut avoir un effet miroir, un effet de résonance dans le secteur privé lorsque je parle du secteur public et inversement. Donc nous travaillons ensemble. L'objectif, c'est la convergence, c'est donc l'égalité. C'est faire en sorte que si vous êtes aide-soignant ou aide-soignante dans un hôpital public ou dans une clinique privée, vous réalisez les mêmes gestes, c'est la même difficulté professionnelle. Si vous êtes veilleur de nuit, l'exemple que je prenais il y a un instant, dans le public ou dans le privé, il n'y a aucune raison qu'on ne mesure pas de la même manière la pénibilité du travail de nuit. Il y a eu des violences, des intrusions revendiquées par la CGT Énergie, des coupures sauvages d'électricité qui se multiplient. C'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est condamnable. C'est condamnable. C'est condamnable, ça n'est pas ce que je qualifierais de dialogue social, loin s'en faut. Ce ne sont pas des modes d'action qui sont acceptables. Lorsqu'on procède à des intrusions dans une forme de violence, de bousculade, qu'on prend à partie des salariés d'une organisation syndicale, je pense notamment à l'intrusion dans les locaux de la CFDT, ça n'est pas acceptable et celles et ceux qui soutiennent ce type de mouvement, d'action, sont à mes yeux assez irresponsables et en tout cas ne s'inscrivent pas dans le champ du dialogue républicain. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, est débordé? Je ne sais pas s'il est débordé puisque j'ai aussi entendu qu'il soutenait ce type d'action. C'est assez ambivalent sa façon de réagir. J'ai encore entendu qu'il soutenait, je le regrette. Je le répète, je ne pense pas que ce soit des méthodes. Ce ne sont pas des méthodes et je privilégie toujours la discussion. Sur les discussions qui sont ouvertes pour accompagner cette réforme, pénibilité, fin de carrière, mécanismes pour garantir les droits acquis par les agents publics, puisque c'est le secteur dont je m'occupe au gouvernement, lors du changement de système de retraite, je travaille avec toutes les organisations syndicales qui le souhaitent. Il y a des organisations syndicales qui ont refusé de venir me rencontrer pour parler pénibilité des agents publics. C'est le cas de la CGT, c'est le cas de Force ouvrière, c'est le cas de Sud. Comme si ce sujet n'était pas important, comme si ce sujet ne les intéressait pas. Il y a des organisations syndicales qui proposent, ce qu'on qualifie de réformistes. Et il y a aussi des organisations syndicales qui m'ont dit être en désaccord avec la réforme que nous portons, mais qui participent à ces discussions sur la pénibilité parce elles considèrent que ce sont des discussions qui sont importantes, presque indépendamment du contexte, pour améliorer la prise en charge des agents publics. Et moi, je fais toujours le choix d'avancer avec ceux qui veulent travailler. Autre sujet, tout autre sujet, la haute fonction publique. Le rapport de la mission Thirier, qui est chargée de réformer, de réfléchir à faire des propositions, est remis en principe la semaine prochaine. Le président de la République avait prévu la suppression de l'ENA, c'était ses termes. L'ENA doit être supprimée. L'ENA est une école de formation qui a été extrêmement utile à notre pays et qui doit être modernisée, qui se modernise d'ailleurs. Je ne vais pas préempter des conclusions du rapport de M. Thiriez qui sera remis. Nous avons 3 objectifs qui sont, je crois, partagés par tout le monde aujourd'hui. Comment faire pour que l'ENA, mais pas seulement, toutes les écoles qui forment les hauts fonctionnaires, et il y en a plusieurs en France qui forment des fonctionnaires dans les domaines techniques, des ingénieurs, des responsables d'hôpitaux, des juristes, soient plus accessibles, qu'on puisse, lorsqu'on est enfant d'ouvrier, lorsqu'on grandit dans une zone rurale, dans un quartier populaire, sociale, avoir plus de chances de rentrer sans discrimination positive, parce que je considère qu'il faut accompagner les uns et les autres pour réussir le même concours plutôt que de créer des filières particulières. Mais la deuxième chose, on va pas pouvoir tout détailler, mais le symbole de l'ENA, est-ce qu'il faut le remplacer par autre chose? Je pense que nous devons avoir une école d'administration, et je le répète, je ne vais pas préjuger des conclusions du rapport Thiriez. Est-ce qu'il faut supprimer l'ENA ou est-ce qu'il faut la réformer profondément? Est-ce qu'il faut la rapprocher d'autres écoles? C'est la mission que nous lui avons confiée, avec cette idée de diversité à l'entrée, à l'accueil dans ces écoles. La volonté aussi que, quelle que soit l'école de haute fonction publique que vous pouvez fréquenter, à laquelle vous pouvez assister, il y ait un socle commun pour faire en sorte que tous les hauts fonctionnaires aient un socle commun d'enseignement sur l'organisation de l'État, le service public. Une culture commune, c'est ça l'objectif. Et puis ensuite, il y a un autre objectif qui est fondamental,
qui est comment est-ce qu'on garantit une bonne gestion de la carrière des hauts fonctionnaires? Comment est-ce qu'on leur donne des perspectives? Comment est-ce qu'on les aide à se reclasser? Il y a un sujet ressources humaines aussi. Comment est-ce qu'on les utilise mieux au sens propre du terme? Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer ceux qui, parmi eux, vont avoir accès aux responsabilités les plus importantes, aux grands corps parfois, quand on les appelle comme cela, ou aux fonctions de directeur d'administration centrale, de très hautes responsabilités, pour lesquelles il faut qu'on soit un peu meilleur, que l'État soit un peu meilleur gestionnaire de ses propres ressources humaines. Première réponse, ou en tout cas proposition, donc la semaine prochaine avec ce rapport. Merci beaucoup, Olivier Dussopt.